Bienvenue dans la Matrescence, vous écoutez l'épisode numéro 58 de la saison 2. Bonjour à tous et bonjour à toutes. La matrescence, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi. Bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir. Mais je suis aussi professeure diplômée de yoga pré- et postnatal. Et puis surtout, je suis maman d'une petite fille de 2 ans et demi. Je m'appelle Ella. Bienvenue de la matrescence. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et le must à mettre 5 étoiles. J'ai lancé mon site web, n'hésitez pas à y faire un tour pour trouver des épisodes que vous n'avez encore jamais écoutés. Tout y est, clémentinesarlat.com. Cette semaine, j'ai donné la parole à la créatrice du compte Instagram Parents Toxiques. Alors, qu'est-ce qu'un parent toxique ? Il est difficile de trouver une définition claire et précise, mais un parent toxique peut se résumer en 5 points. Il critique et se moque de son enfant, il culpabilise son enfant, il ne s'excuse jamais, il nie les émotions de son enfant en permanence et impose ses vues à son enfant. Un parent toxique, c'est aussi un parent violent, sexuellement abusif, maltraitant et agressif. Vous l'aurez compris, chacun sa définition du parent toxique. En France, selon le site de la Fondation de l'enfance, 14% des Français déclarent avoir été victimes de maltraitance de la part d'un ou d'une adulte au cours de leur enfance. 60% n'en ont parlé à personne. Pourtant, lorsqu'elle existe, l'aide apportée aux victimes a permis de mettre fin à la maltraitance dans 6 cas sur 10. En France, on compte plus d'1 million d'enfants maltraités. Avec son compte Instagram, M, qui a tenu à rester anonyme, veut donner la parole à ses victimes pour qu'enfin le cercle vicieux se brise. Dans cet épisode, M raconte sa propre histoire, son cheminement et comment elle voit son compte. Pour elle, tous les témoignages relèvent d'un grand courage et c'est ça qu'elle a voulu mettre en avant. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut M, je dis M parce que tu as tenu à rester anonyme, donc je vais m'efforcer tout le long de t'appeler M, même si j'ai pas l'habitude de faire ça. Surtout merci de m'accorder de ton temps. Alors tu es une enfant adoptée, et est-ce que tu peux nous raconter ton histoire et à quel moment t'es arrivée en France ? Bonjour à tous, merci à Clémentine de m'accueillir sur son podcast. Avec plaisir. Alors j'ai été adoptée effectivement à l'âge de 2 ans, donc je suis originaire un pays d'Afrique. Donc mon adoption est due pour ma famille adoptive. Alors mon adoption est due à des complications. Faut que je trouve mes mots parce que. Mais raconte-moi simplement de ce que tu sais de ton histoire. Pourquoi est-ce que tu avais 2 ans ? Est-ce que tu sais ce qui s'est passé avant tes 2 ans, de ta famille biologique, tout ça ? Est-ce que tu as des infos là-dessus ? Alors de ce que mes parents adoptifs m'ont dit en fait, donc on connaît l'hôpital où je suis née. Mhm. Et en fait, quand je suis née, ma mère biologique m'aurait gardée 10 jours avec elle. Donc, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas quels sont les motifs, hein, les raisons. On connaît aucune raison. Et j'aurais été abandonnée dans un couffin devant l'orphelinat, en fait. Donc, il y a un mystère autour de ça sur les 10 jours. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et de mon côté, mes parents adoptifs, eux, ont eu des complications pour procréer. Donc il y a eu 2 fausses couches. Donc ma mère a perdu un enfant à 2-3 mois et en a perdu un à 8 mois. Donc qui a été reconnu. Donc suite à ça, en fait c'était une maladie de sang. Donc effectivement c'était compliqué à gérer. Donc sous traitement, elle est parvenue à avoir mon frère qui a 8 ans et demi de plus que moi. Mhm. Donc
voilà, donc suite à la naissance de mon frère, donc les années sont passées et mon frère voulait une petite sœur, mes parents aussi voulaient un deuxième enfant, donc ils ont pris la décision de se lancer donc dans l'aventure de l'adoption. Donc, alors pourquoi un pays d'Afrique? Pourquoi le Burkina? Je j'ai pas d'explication sur ça, mais ce qui est sûr, c'est que l'adoption, c'est long, c'est périlleux, Mhm. et bah, ils y sont parvenus. Donc voilà, donc tout s'est déroulé comme prévu. Donc moi, arrivée en France, donc j'étais une petite fille bah, très sociable. J'ai pas eu de problème avec le fait que que ma famille soit blanche et moi que je sois noire. J'ai eu aucun souci avec ça. J'ai été très facilement intégrée donc dans la famille et dans mon entourage à l'école. J'ai pas eu de soucis. Alors les années sont passées. Les années sont passées. La relation avec ma mère c'est un petit peu compliqué. Toi, est-ce que tu as des souvenirs quand tu es arrivé en France? Est-ce que tu as un souvenir de découvrir ce que c'était? Parce que 2 ans, on sait que les enfants, bon, ils se souviennent pas activement, mais c'est ancré dans leur mémoire. Qu'est-ce que tu te souviens de tes débuts de vie? Alors, de ce que je me souviens, alors j'ai quelques petits flashbacks. Enfin, j'ai eu des flashbacks qui font que, bah, alors comment dire, en fait, c'est très très flou. C'est très très flou parce que je suis arrivée à 2 ans et de ce que mes parents adoptifs m'ont dit, donc à l'orphelinat, je ne parlais pas, je ne marchais pas. Donc au final, c'est eux qui m'ont appris tout ça. Hmm. Donc là-bas, dans mon pays d'origine, donc on parlait français, donc j'ai pas eu un changement de langue, un changement de culture, mais pas un changement de langue en fait. Mhm. Donc, quand je suis arrivée en France, de ce que ma famille me dit, c'est que j'étais pétillante, j'avais pas peur d'aller vers les gens. Enfin, j'ai jamais vécu mon adoption comme quelque chose qui me différenciait des autres en fait. Par contre, en tant que petite fille, je sais que les enfants à l'école, par exemple, ne comprenaient pas en fait le principe de l'adoption, c'est-à-dire qu'ils avaient peur que je leur vole leurs parents en fait. Hmm. Donc suite à ça, en fait, il y a eu un décalage. Enfin, moi, j'étais très sociable, mais c'était certains enfants qui avaient peur que je leur vole leurs parents. Donc j'ai été voir des psys. Enfin, j'ai été voir des psys. En fait, c'était particulier en fait. On me mettait avec des enfants dans une salle et en fait, la psy regardait comment ça se déroulait en fait avec les enfants. Le fait que je sois adoptée, le fait que, enfin, mes liens sociaux en fait avec ces autres enfants. Je sais pas si c'est assez clair. Si, si. Et tu te souviens de quoi, toi, de ça? Alors moi, en fait, de mon côté, j'ai jamais mal vécu, en fait. C'était plus les autres enfants qui comprenaient pas vraiment, en fait. Donc la psy a fait un long travail sur ça pour leur faire comprendre que non, j'étais pas là pour voler les parents des autres enfants, que j'avais mes propres parents, que c'était comme si j'étais leur enfant biologique, en fait. Moi, j'ai pas de traumatisme par rapport à ça. J'ai pas vécu ça comme un rejet. Enfin, déjà petite, je comprenais que bah il faisait erreur en fait, que j'étais pas là pour ça. Moi, je voulais juste sociabiliser. Enfin, j'étais une petite fille pétillante et j'avais pas de souci avec tout ça en fait. Et dans ta relation avec ton grand frère, tu te souviens que c'était une relation normale? Il n'y a pas de relation normale dans les frères et sœurs, mais comment est-ce que tu te souviens de cette relation avec ton grand frère petite? Alors quand j'étais petite, mon grand frère, enfin sachant qu'il avait toujours voulu une petite sœur, il était très protecteur avec moi. Et moi, en tant que petite sœur, forcément, c'était mon modèle. Enfin, jusqu'à très longtemps. Mais non, on n'a jamais. Après, on était avec 8 ans et demi d'écart aussi. Hmm. C'est c'est pas compliqué, mais c'est beaucoup d'années d'écart. C'est-à-dire que c'est comme si tous les deux, en fait, on s'était croisés en fait dans la vie de famille au final. Parce que, enfin, pour nous, pour notre relation, il y a des relations à 8 ans et demi d'écart où les frères et sœurs sont très proches, mais lui, sachant qu'il ne dit pas forcément ce qu'il ressent, qu'il était présent, mais que il s'effaçait un petit peu, et moi, de mon côté, bah, c'est pareil, c'était un peu pareil. Au final, on se surveillait de loin, en fait. Mais on n'a pas vraiment grandi ensemble, c'était pas pareil. Et est-ce que dans ta famille, il y a un historique d'adoption? Est-ce que c'était des choses qui se sont faites ailleurs, enfin dans ta famille lointaine ou proche d'ailleurs? Alors, j'ai des cousins, j'ai des cousins qui ont été adoptés de Haïti.
Donc tous les deux sont frères et sœurs, mais c'est pas des frères et sœurs biologiques. Ils sont du même pays, mais c'est pas biologique. Et toi, tu en discutais avec eux? Vous parliez de ce lien différent ou c'était encore une fois, c'était tout à fait normal dans ta famille? C'était tout à fait normal. Il y avait pas de mal-être, donc en fait c'était fluide. On était de cette famille, il n'y avait pas de remise en question. Puis même ils sont beaucoup plus grands que moi aussi, donc voilà, ça y joue aussi. Alors, à quel moment est-ce que tu sens que ça commence à poser problème, ta relation avec ta mère adoptive? À quel moment est-ce que tu comprends qu'il y a un malaise? Alors en fait c'est donc petite, donc forcément donc j'étais toute pétillante. Enfin je voyais la vie avec des yeux neufs. Enfin tout était beau, tout était rose en fait. Et donc ma mère à ce moment-là les relations avec ma mère étaient faciles dans le sens où elle faisait un peu ce qu'elle voulait de moi. Après, en grandissant, donc j'ai pris mon propre caractère, j'avais mes propres envies, et au final, j'étais pas comme elle voulait. Donc en fait, le fait que je ne sois pas comme elle voulait, que je sois plus proche de mon père que d'elle, pas parce que j'étais jalouse de ma mère ou parce que je voulais la rejeter, parce que ma mère est quelqu'un d'assez, elle peut être froide à première vue, enfin, elle montre pas forcément ce qu'elle ressent, elle peut être assez dure. Donc, je me suis rapprochée de mon père qui, lui, est plus accessible, plus dans l'émotion, en fait. Et ça lui a pas plu, en fait. Donc, quand j'ai commencé à grandir, elle m'a plus vue comme une concurrente que comme sa fille. C'est-à-dire que, elle me faisait des crises de jalousie parce que j'étais plus proche de mon père, donc ça allait de faire des reproches à mon père parce qu'il me défendait, ça allait de nous menacer mon père de divorce et enfin de m'insulter devant mon père, enfin nous en fait d'exercer une pression psychologique sur nous. C'était vraiment enfin c'est voilà, ça a commencé vers l'âge de dès la primaire, ça a commencé déjà donc après, ça a pas été en grandissant, ça a pas été en s'améliorant parce que moi j'avais mon propre caractère, j'avais des choses auxquelles je voulais pas, enfin il y avait des attentes qu'elle attendait de moi, enfin il y avait des attentes qu'elle voulait auxquelles je répondais pas parce que j'ai mon propre caractère, parce que je voulais pas plier. Et au final, c'est là que ça s'est dégradé d'année en année. Est-ce que ton père, il te défendait? Au début, oui. Au début, enfin même encore aujourd'hui, mais à force de pression psychologique, mon père a fini par démissionner en quelque sorte. Mais au début, oui, il me défendait ou c'était enfin, quand je faisais une petite erreur enfin, des petites bêtises d'enfant, il me disait, bon, bah, on le dit pas à ta mère, enfin, voilà, parce qu'il y a plus grave, enfin, voilà, mais tu recommences pas, enfin. Il essayait vraiment de limiter les conflits. Et quand on est enfant, comme tu disais, on voit pas vraiment le mal. Puis c'est la normalité. Donc quand on évolue dans une famille qui peut être abusif psychologiquement ou physiquement, on se rend pas compte forcément que c'est pas normal. À quel moment t'as compris que ce que te faisait vivre ta mère n'aurait pas dû arriver? Alors pour ma part, en fait, la violence était psychologique. J'ai pas eu de violence physique, sexuelle, négligence. C'est vraiment de l'ordre du psychologique. Alors moi, je l'ai compris très très tôt. C'est-à-dire que bah, dès la primaire, déjà à partir du Hmm. moment où, en tant que petite fille, enfin, tu vois tes camarades bah, faire les mêmes bêtises que toi, voire plus ou un peu moins. Enfin, être quand même, comment dire, être quand même assez proche de leurs parents. Enfin, ils se font disputer comme tout enfant qui fait des bêtises, mais ça prend pas des proportions énormes comme moi je pouvais voir en fait. Après, j'étais effectivement entre ce qui se passe devant et ce qui se passe derrière entre les quatre murs d'une maison, c'est différent. Mais ma mère, c'était vraiment, ça prenait des proportions énormes. C'était toute la famille qui était informée. C'était des hurlements. Des fois, c'est arrivé que c'était des assiettes cassées, des insultes qui volaient, mon adoption qui était remise en question. Enfin, c'était vraiment tout un tas de choses qui me mettaient la puce à l'oreille en me disant, bah non, c'est pas normal en fait. Enfin, t'as pris la décision de m'adopter, même petite, j'avais déjà conscience qu'elle avait pris la décision de m'adopter, que de me remettre mon adoption en permanence bah, sur le dos en me disant, bah après tout ce que j'ai fait pour toi, je regrette de t'avoir adopté, j'aurais dû te laisser dans la merde, des choses comme ça. Bah déjà petite, je me suis dit, bah non, c'est pas normal parce que moi, au final, je savais très bien que j'avais pas de contrôle sur ça, que à la base pour moi c'était mes parents qui m'avaient voulu
Et je comprenais pas en fait. Donc très tôt, j'ai compris qu'il y avait quelque chose d'anormal qui se produisait en fait. Et quand déjà le fait qu'on me menace avec elle en me disant bah tu vas on va le dire à ta mère ou des choses comme ça, déjà je me disais bah si déjà c'est un moyen de pression sur moi, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal en fait. Et ça très tôt vers 8 9 ans, j'avais déjà compris il y avait quelque chose d'anormal avec ma mère en fait. Et par rapport au fait qu'elle remettait en permanence en cause ton adoption, là, quand tu me parles, tu as l'air très forte, tu as l'air très sûre de ce que tu pensais en tant que petite fille. Comment est-ce que tu le vivais? Est-ce que ça te rendait très triste ou ça te rendrait en colère? Comment ça se traduisait pour toi? Alors les premières fois, enfin j'étais assez jeune. En fait moi ma mère en fait je savais qu'elle était violente dans ses mots, je savais qu'elle pouvait partir en furie et voilà, déjà petite, je le savais. C'est pour ça que je l'évitais par tous les moyens, que ouais j'en avais peur. Alors quand elle remettait en cause mon adoption, les premières fois ça faisait mal et puis après ça me passait au-dessus parce que au final c'était juste pour blesser. Au final dans ma tête c'était ancré que c'était pas que c'était elle qui avait pris la décision de m'adopter et que moi j'étais là et que maintenant c'était comme ça et que il y avait pas je savais qu'elle était en tort en fait quand elle disait tout ça, je le savais déjà. Donc au final ça me blessait oui et non parce qu'au final je savais comment elle était. Donc c'est pas agréable à entendre, c'est vrai, mais quand c'est répété qu'on commence à plus pouvoir les compter, au bout d'un moment on passe ça nous passe au-dessus de la tête. Je la regardais parce que je m'énervais pas en fait, j'étais vraiment je suis pas impulsif, je suis très calme, voilà, j'aime pas les conflits. Donc je la regardais, je la laissais parler. Est-ce que ça t'a donné envie de retrouver tes parents biologiques ou en tout cas de retrouver tes racines dans ton pays d'origine ou ça n'a rien changé dans ta façon de te voir, toi, ton identité? Alors pendant longtemps, j'avais pas le besoin du tout de retrouver de la famille biologique, mais vraiment pas du tout. C'était quelque chose qui me paraissait invraisemblable, qui me paraissait impossible. Parce qu'en fait, sur mon dossier d'adoption, à part mère jeune, donc on suppose 14 15 ans et père inconnu, j'ai rien d'autre sur mon dossier. J'ai vraiment, enfin, c'est assez vide. Enfin, c'est vide. Mon dossier est vide. Donc pendant longtemps, je me suis pas inquiétée de tout ça. J'ai pas remis en doute mon adoption. Enfin voilà. Alors c'est seulement à l'âge de 25 ans, donc cette année que j'ai eu comme un déclic. Je me suis dit pourquoi pas essayer en fait. C'est une émission qui m'a interpellée à la télé. C'était sur les tests ADN. Hmm. C'était sur les tests ADN. Enfin je vais pas dire le nom, mais c'est une émission qui a fait beaucoup de bruit en fait. Et je me suis dit pourquoi pas essayer vu qu'on a des moyens comme ça qui sont accessibles. Pourquoi pas, ça me coûte rien. En fait j'ai tout à y gagner, rien à perdre. Donc j'ai fait le test ADN, je me suis dit on verra ce que je vais trouver. Pour moi, je le faisais en me disant que ça n'allait pas fonctionner. Et au final, grâce à ça, j'ai pu retrouver deux cousins biologiques éloignés. Donc Ah, c'est pas de la famille proche, mais au moins avec mes informations, si on remonte dans leur famille, on a la possibilité de retrouver des choses. Et c'est deux cousins biologiques éloignés des deux côtés, père et mère en fait, parce qu'ils ont rien en commun tous les deux. Donc au final, je sais que c'est côté père et mère. Donc voilà, en fait, c'est mes 25 ans qui ont été un déclic où je me suis dit, voilà, maintenant j'ai 25 ans, maintenant je suis en âge, enfin, je pourrais être en âge d'avoir des enfants, enfin voilà, maintenant je grandis plus, je vieillis en fait. Donc je me suis dit, non, mais c'était ça, hein. C'était complètement ça. Donc je me suis dit, il est temps voilà, de répondre à des questions qui sont restées en suspens pendant des années. Et en plus, enfin, j'ai beaucoup réfléchi autour de ça. Je me suis dit, même si l'adoption c'est quelque chose qui me concerne, si j'ai des enfants plus tard, enfin, les générations à venir auront sûrement des questions, enfin, voudront savoir des choses sur leurs origines. Donc moi, c'est déjà à moi le premier maillon d'y répondre. C'est-à-dire que même si c'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose aussi
qui va se répercuter sur les générations. Enfin, si j'ai des enfants ou des petits-enfants, arrière petits-enfants qui veulent remonter, qui sont intéressés par la généalogie ou autre, enfin, moi, en ayant fait du travail en amont, bah, ils pourront creuser toujours plus loin, en fait. Et du coup, t'as pu les contacter? T'as pu remonter un peu plus loin ou tu t'es déjà arrêté à cette première étape et tu trouves ça super chouette? Alors, j'ai pu les contacter, je suis en contact avec les deux. Alors, c'est compliqué de se voir parce que, enfin, ils sont, on a chacun nos vies aussi. Enfin, ils sont plus vieux que moi, ils ont la trentaine. Mais on est Ils en sont en lien. France ou ils sont J'ai eu la chance. Alors, j'ai eu de la chance, c'est qu'ils sont de Paris tous les deux. Donc, Ah, c'était ok, vraiment c'est génial. la chose improbable, en fait. Quand j'ai les ai retrouvés, je me suis dit, ils sont de Paris tous les deux. Donc, c'est cool. Et oui, comment dire, ça m'a un peu remué parce que je me suis dit, enfin, pendant des années, j'ai avancé sans lien biologique, je sais pas comment expliquer. J'ai avancé, enfin, pour moi, j'étais ancrée dans ma famille d'adoption, mais il manquait ce lien biologique, en fait, vraiment une racine, en fait. Et là, le fait de les retrouver, de pouvoir parler avec eux, enfin, tous les deux, ils m'accueillent à bras ouverts sur Paris quand je peux. Enfin, voilà. Ça a été vraiment fluide, nos échanges. Et ça m'a fait beaucoup de bien, d'un côté, même si c'est des cousins éloignés, enfin, c'est cinquième degré. Donc, c'est quand même c'est pas proche, en fait. Ça va être assez compliqué de retrouver de la famille biologique, mais c'est quand même quelque chose d'énorme pour moi, déjà. Et eux, ils ont été adoptés ou ils ont émigré en France? Ils ont émigré en France. D'accord. Ok. Ah oui, c'est vraiment, c'est chouette. T'as eu J'ai eu de la chance. la, J'ai eu la de la chance, chance. oui, d'avoir ça. D'accord. Alors, tu le dis, t'as 25 ans, t'as une histoire singulière et tu as créé en 2019, c'est ça, Tout à fait. le compte Parents Toxiques. J'avais été très interpellée par le mot parce que je sais que c'est une réalité pour malheureusement beaucoup trop d'enfants. Et puis surtout, j'avais trouvé ça génial que tu puisses donner la parole à tous ces enfants qu'on a maltraités, à qui on donne jamais la parole et surtout qui ont honte la plupart du temps de ce qu'ils ont vécu. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi est-ce que tu as créé ce compte? Tout à fait. Alors en fait, en 2019, enfin depuis longtemps, en fait, comme je vous disais, j'ai conscience qu'avec ma mère, il y a quelque chose enfin, nos relations sont compliquées. Après, enfin, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai retourné le problème dans tous les sens, enfin, pendant longtemps, et je me suis dit, voilà, c'est certes il y a les faits, mais il y a aussi mon ressenti derrière. C'est-à-dire qu'il y a une incompréhension dans le sens où elle a voulu adopter, pourquoi se comporter comme ça aujourd'hui, en fait? Pourquoi un désir d'enfant aussi fort se solde par une relation aussi compliquée derrière? Hmm. Donc je me suis dit, il y a quelque chose, enfin voilà, il y a quelque chose à creuser derrière. Et je me suis dit, à mon avis, enfin, je savais que j'étais pas la seule à vivre ça, mais sauf qu'étant enfant, on gère mal ses émotions, on est plus dans le divertissement que dans la réflexion. Enfin, voilà. Et c'est en grandissant que tout ça a mûri. Et en 2019, je me suis dit, j'ai commencé à creuser sur tous les réseaux sociaux pour voir si on en parlait. J'ai commencé à me renseigner sur ce qu'était la toxicité en fonction des liens, parce qu'il y a entre frères et sœurs, il y a en amitié, dans les relations amoureuses. Et je me suis dit, bah non, c'est vraiment la relation familiale toxique qui me concerne. Donc j'ai regardé des articles, j'ai regardé des comptes qui abordaient plus ou moins cette thématique. Et je me suis dit, au final, je remarque que la plupart du temps, en fait, on met en avant la parole des professionnels et c'est les victimes, en fait, qui se greffent à la parole des professionnels pour dire, ah bah là, je me reconnais, etc. Donc moi, j'ai voulu inverser la donne en disant, non, pour le coup, on va laisser la parole aux victimes et ça sera les professionnels, la communauté, en fait, qui pourra intervenir sur leur histoire. Donc c'est plus personnel, enfin, pour moi, c'est plus profond, en fait. C'est vraiment du cas par cas. Et je me suis dit, bon, voilà, au début, j'avais plus travaillé le fond que la forme. Et puis, en fait, le compte, en pensant, en fait, que le compte n'allait pas fonctionner parce que je savais qu'il y avait une sacralisation des parents. Je me suis dit que ça allait très mal être reçu. Et je me suis dit, qui ne t'entraîne à rien, dans le pire des cas, je me prends une porte. Mais voilà, je vais essayer au moins. Je vais pouvoir apporter l'aide
que j'aurais aimé avoir quand j'étais plus jeune. Sauf que j'ai pas eu la chance d'arriver dans les réseaux sociaux, en fait. Hmm. Donc, donc au final, j'ai créé le compte en 2019. Donc en premier, je l'ai créé sur Twitter. Et je me suis rendu compte que la plateforme n'était pas la mieux adaptée pour vraiment mettre en avant ce que je voulais mettre. Donc c'est sur Instagram que le compte a commencé à vraiment évoluer. Et sur Instagram, donc voilà, au début c'était que des témoignages que je voulais faire. Je voulais pas apporter plus de contenu parce que j'étais pas encore trop confiante vis-à-vis de moi, pardon, et vis-à-vis du compte, de comment il allait être reçu. Puis au final, je me suis dit, bah là j'apporte des témoignages, mais c'est témoignage sur témoignage. Au final, c'est redondant, c'est de la lecture. Pourquoi pas apporter aussi des illustrations. Donc suite à ça, j'ai contacté des illustrateurs qui ont répondu favorablement pour la majeure partie des cas. Je me suis dit, bah voilà, ça apporte du contenu en plus, parce que quand on lit les émotions aux images, ça parle à beaucoup de monde. Après, ça a évolué de fil en aiguille, mais voilà, à la base, en fait, la création du compte était vraiment pour déjà apporter l'aide que j'aurais aimé avoir quand j'étais plus jeune, parce que je me suis dit, bah, d'accord, maintenant j'ai 25 ans, enfin, j'ai 24, 25 ans, je me dis, bon, voilà, j'ai avancé avec tout ça, j'ai réussi à être assez fort pour pas que ça m'atteigne vraiment comme j'ai pu en voir. Je me dis, bah, voilà, maintenant que j'ai assez de recul sur les choses, pourquoi pas aider ceux qui sont encore dans cette situation. Ça, c'est que bénéfique, et si je réunis une communauté autour de ça, qui s'entraide, qui se comprend et qui s'écoute, ça sera que bénéfique pour tout le monde. Et voilà, c'est de là que le compte est né. Euh, dans ce conte, je préviens juste si certains ne connaissent pas et veulent aller voir, il y a des choses très difficiles à lire. Tu mets toujours un warning d'ailleurs avant. Mais comment est-ce que toi, personnellement, tu fais pour absorber toutes ces histoires qui sont difficiles? Parce qu'il y a de la violence sexuelle, il y a de la violence tout court ou de la violence psychologique. J'imagine que c'est un travail compliqué. Alors oui, effectivement. Alors au début, alors maintenant, je prends les choses différemment. Mais en fait, au début, vu que j'étais pas confiante déjà en mon propre projet et en moi-même, je suis avancée un peu sur des œufs en fait. Je savais pas trop en fait vers quoi je me lançais. C'est-à-dire que déjà, je pensais pas avoir une communauté aussi énorme. Je me suis dit bon bah, je pense que je vais avoir une centaine d'abonnés, voire moins. Je me suis dit voilà, le principal c'était d'aider, et pour moi voilà, ça s'arrêtait là. Enfin, je voulais vraiment aider du mieux que je pouvais. D'ailleurs, je répondais à tout le monde. Enfin voilà, je pouvais encore répondre à tout le monde rapidement. Et en fait, très rapidement, le compte est monté. Donc, enfin, vraiment monté très vite. Donc, très vite, j'ai dû retravailler tout. L'identité visuelle, trouver un logo, enfin, vraiment faire quelque chose de professionnel et propre. Et en fait, en même temps, j'ai eu beaucoup de témoignages qui arrivaient d'un coup. Alors que je pensais que les gens ne se livreraient pas comme ça. Je pensais que ça serait beaucoup plus compliqué que ça. Et en fait, j'ai eu une vague de témoignages qui m'est arrivée dessus d'un coup. Donc en fait, moi, la gestion de mes émotions, en fait, au début, c'était très bancal. C'est-à-dire que je recevais des témoignages de violence physique. Juste après, je recevais des témoignages de violence sexuelle. Enfin, j'avais tout, en fait. Je prenais toutes les émotions des gens en pleine face. Et enfin, j'étais déjà assez forte déjà quand j'ai commencé le compte, parce que je savais plus ou moins vers quoi je me lançais aussi, quand même, dans le sens où j'allais recevoir des histoires dures, j'allais recevoir plusieurs personnalités en face de moi. Enfin, ça, je le savais. Mais les débuts ont pas, vu que ça a été très vite, en fait, il a fallu que j'apprenne très vite, en fait, en même temps. Hmm. Donc, tous les témoignages que j'ai reçus au début, c'était assez compliqué. Donc, voilà, j'arrivais à apporter les conseils, à orienter. Mais c'était un peu compliqué. Puis au final, d'histoire en histoire, enfin, j'ai commencé à m'adapter à tout ça, et en fait à voir les choses pas sous la forme négative. En fait, mon compte, je le vois pas du tout comme un compte euh, un compte difficile. Moi, ce que je vois en fait dans le compte que j'ai créé, c'est de la force, c'est de l'entraide, c'est une solidarité énorme. Et quand je reçois un témoignage dur, je me dis, bah déjà, la première chose que je me dis, c'est la personne est forte en fait. La Hmm. personne a le courage de dire ce qu'elle ressent, a le courage de montrer son histoire en public, donc de recevoir tout type de jugement, positif comme négatif. Donc déjà, pour ça, rien que pour ça, j'ai de l'admiration. Donc c'est la première chose, c'est de l'admiration que j'ai pour ces personnes-là. Ensuite, quand je reçois un témoignage vraiment dur, déjà, enfin, effectivement, ça me fait encore quelque chose. Mais je me dis, voilà, justement, ce compte-là, si je l'ai créé, c'est pour que déjà les langues se délient,
que la personne reçoive du soutien, le soutien qu'elle mérite et l'écoute qu'elle n'a jamais eue en fait. Et en fait, ça me permet de traiter tous mes témoignages comme ça et de me dire c'est une démarche positive, c'est quelque chose qui va les faire avancer, c'est quelque chose qui va les aider, donc c'est parti, quoi. Tu proposes aussi de temps en temps des conseils d'un professionnel où tu renvoies vers des avocats ou avocates. C'était important pour toi de donner une suite à tous ces témoignages? Alors oui, en fait, comme je disais, donc au début, je voulais me centrer que sur les témoignages. Et en fait, de fil en aiguille, en fait, ça a mûri. Enfin, pour moi, il y avait toujours possibilité d'améliorer le compte, toujours plus en fait. Et donc j'ai commencé par les illustrations. Après, je me suis dit, bah pourquoi pas rajouter des numéros d'aide. Après, en fait, j'ai grandi en même temps que ma communauté aussi. Mm. C'est-à-dire que au début, bah il y avait des choses à refaire. Je prenais en compte tous les conseils. Donc, est-ce que tu peux faire ci? Est-ce que tu peux mettre des numéros? Est-ce que tu peux poser ça comme question en story? Et au final, j'apprenais en même temps qu'eux, en fait. Et de fil en aiguille, je me suis dit, bon, bah, et je me suis dit, bah, pourquoi pas apporter encore plus en mettant des avis professionnels? Parce que moi, je le revendique sur le compte, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas avocate. Voilà, je fais vraiment ça avec le cœur. C'est-à-dire que j'ai pas, il y a pas, je suis pas une professionnelle. Donc, je fais ce Mm. que je peux. Et vu que je veux que ce soit quelque chose de fiable et de concret. Quand le compte est monté, enfin, j'ai vu que ça attirait pas mal de professionnels, donc de la petite enfance, des psychologues, des avocats, enfin vraiment des professionnels qui savaient, enfin qui en fait qui ont légitimé en fait mon compte. Donc je me suis dit bah pourquoi pas me servir de ça justement pour pouvoir aider plus de monde. Et ce qui fait qu'aujourd'hui ça me permet de faire un relais entre les victimes et les professionnels de santé ou du social, parce que c'est créer une relation de confiance entre les deux, parce que des fois je laisse la parole aux professionnels, des fois je laisse la parole aux victimes. Donc en fait les deux en fait se fusionnent entre guillemets en fait. Je sais pas si c'est assez clair ce que je veux Mm. dire, mais voilà, il y a beaucoup de victimes qui ont du mal à aller vers des professionnels parce qu'ils ont des a priori dessus. Donc moi derrière mon travail, c'est de leur dire bah non, là effectivement lui il est spécialisé dans telle problématique, il saura t'écouter. Et moi du côté du professionnel, je lui dis bah j'explique que bah, cette personne là a tel souci, voilà ce qu'ils peuvent y répondre. Et après, enfin j'essaye de les mettre en contact aussi. Pareil pour les associations qui, par exemple, sont pas forcément connues, mais c'est une thématique très importante qui est pas toujours mise en avant. Bah, Mm. j'essaye de leur donner de la visibilité pour que ça réponde à des demandes. Donc voilà, c'est vraiment, enfin, j'essaye de faire un relais, j'essaye de créer une communauté bienveillante pour aider les victimes, j'essaye de mettre en avant les différentes professions qui peuvent leur apporter de l'aide. Enfin, voilà, j'essaye vraiment de mêler tout ça pour que ça fasse vraiment quelque chose de grand en fait. Ce que je trouve important sur ton compte, c'est que au final, les témoignages que tu mets en avant permettent parfois à certains de se dire, en fait, je me rendais pas compte, mais c'était de la violence que je subissais. C'est ça. Euh, c'est vrai qu'on a les enfants, malheureusement, ou les victimes qui sont adultes aujourd'hui, mais qui ont été victimes enfants, ont jamais pris conscience que c'était anormal. Et c'est en voyant les autres et en lisant que tu dis, oula, je sais qu'il m'est arrivé quelque chose, maintenant qu'est-ce que je peux faire? Je trouve que c'est très important le travail que tu fais par rapport à ça. Alors oui, tout à fait. En fait, c'est ce que je me disais aussi, c'est au début, bah, avant de commencer ce compte-là, enfin, vu que j'avais avancé toute seule face à ça et que j'avais compris les choses très tôt, en fait, j'avais assez de Mm. recul sur les choses. C'est-à-dire que pour moi, enfin, en plus, enfin, comment dire, j'ai la chance en fait de prendre facilement du recul sur les choses. C'est-à-dire que bon, il se passe un événement, j'aime pas le conflit, je vais laisser passer. Et c'est ce qui m'a permis d'avancer jusqu'à maintenant mon indépendance, etc. Donc j'ai pas été trop impactée, même il y a des choses qui sont ancrées, il y a des mécanismes et autres. J'ai pas été en dépression, j'ai pas eu des choses violentes dues à ça en fait. Donc je me suis dit bon, au début quand j'ai commencé le compte, je me suis dit bah il y a des gens qui sont quand même beaucoup plus impactés que ça, il y a des gens qui sont vraiment touchés dans leur être, enfin qui sont pas parvenus à avoir le recul nécessaire. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir très tôt, donc voilà, le compte aussi est là pour ça, c'est pour leur faire réaliser des choses aussi. C'est qu'il y a certains mécanismes qui reviennent très fréquemment,
Et en le mettant en avant comme ça, il y a des gens qui sentent qu'il y a quelque chose. Enfin, je pense qu'on le sent quand même il y a quelque chose d'anormal. Il y a un blocage quelque part. Mais quand on n'arrive pas à mettre des mots dessus, c'est juste un mal-être sur lequel on met pas de mots, en fait. Donc, c'est quelque chose qui crée la confusion. On a tendance à se remettre en question. On a tendance à se sentir coupable, à s'énerver parce que, j'ai fait ça, faut que j'arrête. Ou alors, on a tendance à vouloir à tout prix plaire à ce parent ou ces parents toxiques pour se dire ça va aller mieux, sauf qu'au final ça n'ira jamais mieux puisque c'est de leur côté qu'ils sont défaillants. Donc en fait en mettant tous ces témoignages en avant, on se rend compte qu'il y a des personnes qui se rendent compte ouais effectivement j'ai fait ça, ça marche toujours pas, voilà. Donc au final c'est pas moi le problème, c'est du côté, ça peut être le passif du parent, ça peut être tout type de raison, mais c'est pas forcément l'enfant en fait. Et je vais leur faire comprendre que c'est pas parce que ils sont enfants qu'ils ont tous les torts. C'est des humains, adultes ou enfants, c'est des humains comme les autres en fait. Dans la société où on a tendance à dire les enfants doivent appliquer ce que les adultes disent. Sauf que les adultes ont été des enfants avec leurs propres bagages, avec leurs propres défauts, et faut comprendre je veux faire comprendre qu'un enfant n'a pas toujours tort. Par exemple, dans le cas de ma mère et moi, ma mère, pour moi, c'est un manque de confiance en elle qu'elle a pas su guérir quand elle était jeune, donc un besoin de contrôle derrière. Sa fille qui répondait pas à ses attentes et qui était adoptée, elle l'a considérée comme une concurrente, comme quelqu'un qui allait contre sa volonté. Et très tôt, j'ai su que pas moi le problème. Si après je faisais des bêtises d'enfant, mais ça devait pas. Je savais que c'était pas normal que ça prenne des proportions aussi énormes. Donc voilà, c'est vraiment en mettant en avant tous ces témoignages, ça permet aussi de créer un déclic dans les personnes qui sont victimes, mais aussi de créer un déclic aussi ou une sensibilisation à ceux qui sont pas forcément touchés, mais qui ont quelqu'un dans leur entourage, donc quelqu'un qui leur a déjà parlé de son histoire, où ils ont pas forcément compris, tu peux faire un effort, c'est tes parents ou autre. Non, ça c'est pas bienveillant, ça fait pas avancer les choses, ça conforte dans la culpabilité, alors que c'est pas toujours de la faute de l'enfant. Et voilà, c'est même jamais la faute de l'enfant. Oui, c'est jamais la violence. C'est jamais la violence, oui. Mais par exemple dans les petits conflits, dans les conflits, il y a forcément des conflits. Enfin, voilà, c'est pour dire. Je parle à ce niveau-là, mais oui, la violence, c'est jamais de la faute de l'enfant. Mais voilà. Et toi, aujourd'hui, comment est-ce que tu vas ? Alors aujourd'hui, je vais très bien parce que en fait sur le compte récemment, en fait, j'essaye de lier ma vie de tous les jours avec le compte. C'est-à-dire dès qu'il y a une avancée au niveau de ma famille ou autre, j'essaye d'en faire part aussi à la communauté. Donc là récemment, j'avais pris la décision d'écrire une lettre à tous les membres de ma famille. Donc c'était un long travail, j'avais pas de difficulté à faire, mais c'était juste trouver les bons mots en fait pour vraiment transmettre le message que je voulais transmettre. Et j'en avais parlé à la communauté, j'avais aussi donné le conseil d'écrire des lettres si vraiment le dialogue était bloqué, pour pouvoir dire ce qu'ils ont à dire en fait, parce que c'est quand même frustrant d'avancer en n'ayant pas eu la possibilité de dire tout ce qu'on avait à dire. Donc moi de mon côté, donc j'ai fait les lettres, donc j'ai pu mettre à plat tout ce que j'avais à dire à chaque membre de ma famille en fonction de leur rôle. Par exemple, mon frère lui expliquer que j'aurais aimé être plus proche de lui, mon père lui dire que je l'aime de tout mon cœur, mais que au lieu d'agir en tant que père, il a préféré être démissionnaire et laisser les choses se faire. Et ma mère lui expliquer toutes les choses qu'elle m'a fait, mais pas sous forme de reproches assassins. C'était vraiment sous forme de voilà maman, moi aussi en tant que petite fille, j'avais des attentes envers toi. Toi par contre derrière, voilà, t'as agi comme ça. Je pense qu'on a avancé toutes ces années sans vraiment communiquer et sans se comprendre. Et après, j'ai expliqué vraiment le topo, les actes, les conséquences et voilà, sur ma vie d'aujourd'hui aussi. Donc j'ai essayé vraiment de tout mettre à plat. Et au final, j'ai eu une confrontation avec mes parents, mon frère, voilà. Et aujourd'hui, ça va mieux, même si je sais que ma mère restera comme elle est. Moi, de mon côté, ça m'a permis de me libérer d'un bagage, en fait, de me libérer d'un poids. Donc aujourd'hui, ça va très bien. Et j'avance comme je peux et comme j'ai toujours fait. C'est marrant parce que
quand je t'entends parler, je me rends compte que toi-même, tu as fait un grand pas dans ta vie personnelle et que ça correspond finalement avec l'évolution de ton compte. Donc, il sert pas que aux autres, il te sert à toi dans ta vie intime. Tout à fait. En fait, contrairement à ce que je pensais, en fait, moi, j'étais vraiment dans une démarche d'aider les autres avant moi parce que je pensais que, enfin, de mon côté, enfin, naïvement, je pensais que j'avais déjà tout compris, entre guillemets. Mais en fait, c'est en voyant les témoignages des autres personnes que je me suis dit, bah, en fait, ça, en fait, j'avais pas encore réalisé. Ça, c'était pas encore compris. Ou alors, à force de recherche, je me suis dit, bah, effectivement, ça correspond à ce que j'ai vécu aussi. Et en fait, ça m'a fait grandir, comprendre des choses et relativiser aussi sur d'autres choses. Après, en ce qui concerne la culpabilisation, depuis très tôt, effectivement, enfin, je culpabilisais pas en fait de ce qui se passait parce que j'avais compris quand même la majeure partie des choses. Mais la force, le courage et les conseils de la communauté m'ont aussi permis de d'avancer et de m'élever aussi. Donc en fait, oui, c'est en même temps qu'on a évolué. Et toi, ton compte maintenant, où est-ce que tu t'imagines le faire évoluer? Alors moi, ce que j'aimerais faire, donc c'est encore un petit peu flou pour le moment. Pour l'instant, je suis sur les témoignages, les illustrations, enfin c'est les articles, je fais des petites collaborations avec des comptes de temps en temps. Mais j'aimerais, bah, par la suite, effectivement, faire des podcasts pour toucher une autre audience, enfin vraiment, enfin me rapprocher aussi de ma communauté parce que pour l'instant, je suis en anonyme sur le compte. Mais à l'avenir, j'aimerais me dévoiler un peu plus jusqu'à complètement me dévoiler sur le compte en fait. Et pouvoir, par exemple, j'ai des modèles, c'est pas forcément les mêmes sujets, mais par exemple, Amandine Gaille, c'est un modèle parce qu'elle, c'est vraiment pour l'adoption en fait. Elle fait vraiment toutes sortes de choses pour l'adoption. Elle est très engagée, c'est une battante en fait, et c'est l'un de mes modèles. Et pousser le compte jusqu'à ce que, par exemple, faire pourquoi pas des vidéos, pourquoi pas, enfin c'est peut-être trop ambitieux, mais pourquoi pas un film pour vraiment expliquer des mécanismes, faire des explications, enfin vraiment pousser la chose, pousser le projet jusqu'à son maximum en fait. Est-ce que, enfin, d'ailleurs, t'en as beaucoup parlé dans la transmission généalogique, la lignée bah, plus ou moins maternelle que tu peux avoir. Ça t'a jamais coupé l'envie, tout ce qui t'est arrivé, que ce soit l'adoption et ta relation avec ta mère, d'avoir toi tes propres enfants? Parce que je sais que c'est quelque chose qui travaille beaucoup aussi les enfants qui ont été élevés dans des environnements toxiques, qui ne veulent surtout pas reproduire ça, donc qui ne veulent pas de parentalité. Alors je suis passée par plusieurs phases en ce qui concerne les enfants. Donc plus jeune, c'était un peu flou en fait. J'avais une envie d'avoir des enfants, mais en même temps, enfin, je me disais, mais je serais jamais capable d'avoir des enfants parce que déjà, j'avais pas forcément confiance en moi. Donc pour moi, c'était inconcevable que j'arrive à éduquer, à éduquer des enfants. C'était assez flou. Là aujourd'hui, je me dis que bah oui, j'adorerais avoir des enfants et oui, je compte avoir des enfants. Et c'est grâce au compte aussi que je peux me dire aujourd'hui, bah voilà, en ayant mis en avant tous les mécanismes toxiques qui pouvaient, en ayant le ressenti des enfants, bah, il y a des erreurs que je pourrais éviter. Alors, effectivement, il n'existe pas de parents parfaits. J'en ai conscience, ça. J'en ai conscience. Je sais que tout parent fait des erreurs. Donc voilà, chacun a son caractère. Voilà, mais il faut de la communication. Et ça, de la communication, avec ma mère, j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Donc moi, j'essaye de compenser même dans ma vie de tous les jours avec mes amis, avec mon copain, en essayant de parler plus, de dire plus ce que je ressens en fait. Parce qu'en fait, vu que ça partait en conflit et que le conflit j'aimais pas, j'avais tendance à me taire plutôt que de dire ce que je ressentais. Et c'était pas la solution et c'est pas la solution. Faut dire ce qu'on ressent. Parce que quand on a une sensation quand on a une sensation de non-dit, ça ronge en fait. Et avec mes enfants, enfin, j'aimerais, parce qu'après je peux pas affirmer des choses que je ne vis pas, mais j'aimerais avoir beaucoup de communication, créer une relation de confiance et que chacun, chacun grandisse, que chacun grandisse en fait
avec confiance en lui et confiance en la famille en fait. C'est un peu flou, hein. C'est un peu flou ce que je veux dire, mais Mais en tout cas, ça t'a pas freiné. Aujourd'hui, tu sais que potentiellement, tu pourrais avoir des enfants plus tard et que tu n'as pas peur de reproduire ces schémas-là. pas pas peur de reproduire ces schémas-là, ça serait parce que là tant que j'ai pas creusé en fait avec un psychologue pour vraiment qu'il remonte à la surface tout ce que j'ai enduré entre guillemets. Donc dire que j'ai pas peur de reproduire les mécanismes, ça serait un peu ça serait naïf. Mais enfin je c'est grâce au compte, il y a des mécanismes que j'ai cernés et que je pense pouvoir éviter. Par contre, il va falloir que je creuse en profondeur vraiment avant de me lancer vraiment parce que je veux pas j'ai conscience que je ferai des erreurs, ça c'est sûr comme tout parent parce qu'il n'existe pas de parents parfaits, mais je veux éviter de reproduire les mécanismes qui m'ont touché en fait. Donc, en tout cas, t'as pas fermé la porte à cette éventualité Tout à fait. et tu te sens capable. Mais je trouve que c'est chouette parce que déjà, tu montres ton cheminement, parce que tu dis que t'es passé par plusieurs phases et je trouve ça tellement, moi personnellement, je trouve ça tellement triste quand je lis les témoignages sur ton compte d'enfants, enfin de jeunes adultes qui disent jamais je serai parent parce que j'ai tellement peur de reproduire la même chose. Ça me rend triste parce que il y a pas écrit que eux seront des mauvais parents. Bah, c'est C'est ça en une fait. Moi, évidence. Mm. ça aussi quand je reçois des témoignages comme ça me touche parce que je me dis le problème c'est que pour moi de mon avis personnel, ils ont pas encore compris que c'était pas leurs parents en fait. Il y a encore pour moi il y a encore un travail qu'ils doivent faire pour se détacher en fait de ce qu'ils ont vécu Mm. et pour comprendre que c'est des personnes à part entière qui ont leur propre façon de penser, leur propre vécu et qui ont le pouvoir d'en faire de ne pas reproduire en fait. Donc en fait se priver parce qu'il y en a qui le veulent mais qui le veulent au fond d'eux mais qui s'empêchent parce qu'ils ont peur de reproduire. Et ça je trouve ça vraiment dommage de se priver de quelque chose sur lequel on peut avoir du pouvoir sur ça. C'est-à-dire que si on creuse avec un professionnel pour que, comme je disais, pour ma part, remonter tout ce qu'on a enduré, qui a été enfoui et autres, pour le mettre en avant et pouvoir le comprendre, l'analyser et le guérir quand c'est possible, bah, ça permet de pas reproduire des mécanismes, en fait. Ça permet de pas reproduire la toxicité qui est ancrée depuis des années dans une famille. Mm. Et voilà, c'est des témoignages qui me touchent, par exemple. De s'empêcher de vivre cette expérience parce qu'on a peur de reproduire ça. Pour moi, c'est encore un travail long. Enfin, pour l'instant, enfin voilà, c'est des personnes qui sont restées sur ça et qui, en creusant, peuvent se détacher de tout ça et avancer, quoi. Et avancer et avoir leurs propres enfants, leur propre famille. C'est nous qui créons notre propre famille après. Et ça, j'en ai conscience. Donc, pour ma part, j'ai vécu ça, mais je ferai en sorte de pas le reproduire. Ma dernière question, est-ce que tu as la sensation il y a de l'espoir, enfin, qu'en tout cas, la parole, comme elle se libère grâce aux réseaux sociaux qui sont très importants pour ce type de victimes, ça aide à changer les regards et qu'on arrête avec l'histoire du parent tout-puissant, tu l'as très bien expliqué, et que enfin on donne des droits aux enfants. Est-ce que tu sens, toi, que quelque chose se passe? Alors oui, oui, effectivement. Donc grâce aux réseaux sociaux, aux réseaux sociaux, pardon, la parole se libère. Il y a de la sensibilisation qui est vraiment faite sur ça. Il y a les comptes qui abordent vraiment cette thématique en profondeur, en apportant des conseils, en apportant des exemples, comme bah, tout ce qui est VO en fait. Violence éducative ordinaire, enfin on en parle de plus en plus. Il y a des livres qui sont faits sur ça. Par exemple, Isabelle Filiozat, elle est très intéressante sur ça. Il y a les livres d'Alice Miller. Enfin, c'est des personnes qui sont là depuis longtemps, mais que là aujourd'hui on met en avant pour dire, bah voilà, ça c'est pas normal. Faut donner la parole aux enfants. Faut pas reproduire les schémas des années précédentes, des générations précédentes, en disant voilà, c'est l'enfant est là pour appliquer, l'enfant est là pour se soumettre. Et voilà, on veut façonner l'enfant à notre image. Non, ça, aujourd'hui, on veut mettre l'émotionnel de l'enfant en avant pour en faire des adultes accomplis. Et ça, c'est grâce aux réseaux sociaux aussi
que ça évolue. Il y a encore des choses aussi. Il y a encore des choses qui restent compliquées à déconstruire, mais enfin, moi, j'ai quand même de l'espoir par rapport à ça. C'est-à-dire que même quand je reçois des témoignages d'adultes qui viennent me voir pour me dire bonjour, je viens de voir votre page, je me rends compte que j'agis comme ça avec mes enfants. Merci de m'avoir fait réaliser. Comment faire pour me déconstruire à ce niveau-là? Comment faire pour améliorer les relations? Enfin, ça me donne de l'espoir. Je me dis voilà, mon travail n'est pas vain. Tous les comptes qui abordent ces thématiques font un travail exceptionnel, font un travail en profondeur et ça marche. Et de plus en plus, on commence à mettre l'enfant au centre de l'éducation en fait. Parce que pour moi, l'éducation avant, c'était les adultes qui faisaient appliquer aux enfants telle chose. Après, je grossis les choses parce qu'il n'y a pas eu que des violences éducatives auparavant. Mais voilà, non, mais t'es dans le vrai, puisqu'on sait qu'il y a 80% des parents qui pensent que la fessée est utile à l'éducation. Donc, voilà, c'est pour ça. Ça fait beaucoup encore en France. Et il y a encore des enfants qui considèrent que ça ne les a pas tués d'avoir une fessée. Exactement. Sauf qu'au bout d'un moment, bah non, s'il y a d'autres moyens que la violence, bah faut prendre ce moyen-là, faut creuser, un enfant, c'est pas avec la violence qu'on lui apprend à être sage. Et déjà être sage, enfin pour moi être sage au final, ça veut dire quoi être sage en fait? C'est se taire, écouter les adultes, ne pas avoir de personnalité. Bah non, pour moi c'est pas ça. Parce qu'avant des enfants, c'est des individus qui vont grandir, qui vont découvrir le monde, qui vont avoir de l'ambition, qui ont une personnalité, et il faut pas les brider dès qu'ils sont petits. Et le lien de confiance se fait dès qu'ils sont petits, confiance en eux et confiance aux autres. Et je considère que voilà, faut travailler ça dès le début. Et vulgairement, je vais dire, enfin, on se plaint d'être dans un monde de merde, mais si au final on brise les enfants dès qu'ils sont jeunes, c'est normal qu'après, on en fasse des adultes qui sont bancals en fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça commence par l'enfance si on veut un monde meilleur. C'est ça. Merci beaucoup, M. J'ai failli dire ton prénom, tu vois. Je me suis retenue. Merci à toi. Mais non, mais merci de mettre en avant cette parole parce que je suis tout à fait d'accord avec toi sur tous ces sujets et que en vrai, j'espère qu'un jour ton compte il n'existera plus parce que ça voudrait dire qu'il y a plus de parents toxiques. Mais c'est bon. ça, je le souhaite aussi. Merci. Merci à toi, Clémentine. C'était M, fondatrice du compte Instagram Parents Toxiques. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux @lamatrescence. Et sinon, mettez 5 étoiles, ça aide vraiment, merci. Mon site web est en ligne, n'oubliez pas, n'hésitez pas à y faire un tour pour peut-être écouter des épisodes que vous n'avez pas encore découverts. Il y a des catégories. Le lien est dans les notes. À la semaine prochaine, prenez soin de vous.